Mesdames, Messieurs, bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue en ce dimanche matin, ici sur Canal, au 21 boulevard des Martyrs. On se retrouve comme tous les jours de la semaine et du week-end. Là, c'est la brigade week-end qui vous accompagne, c'est l'équipe du week-end, vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, on clôture avec vous avec un bon morceau qui sera d'ailleurs consacré à la société civile, notamment Marim Laribi, elle est présidente de l'association Hope TZ, rappelez-vous, ils avaient organisé énormément d'événements avant Ramadan, pendant Ramadan avec le fameux chapiteau de Babloued pour venir en aide aux personnes nécessiteuses et aux personnes qui étaient de passage, qui n'avaient pas où manger. Et puis ils ont enchaîné par la suite avec le bac et ces fameux chapiteaux qui ont été installés un peu partout dans une localité bien précise, bon, du côté de Saint-Eugène et autres. Mais ce qui était intéressant, c'était de permettre à des élèves qui avaient été envoyés un peu plus loin que leur domicile, enfin dans des lieux qui étaient éloignés par rapport à leur domicile, de pouvoir rester entre midi et 14. Et ça tombe bien, on en parle aujourd'hui, mais on parle aussi de cette campagne de solidarité à Janet suite aux intempéries. Alors Hope DZ avait envoyé des dons et organisé une séance de collecte déjà d'un côté et une distribution de dons à Janet. On en parle avec elle. Jamila Mahmoudi, elle est neurologue. Elle, avec elle, on va présenter son association aujourd'hui, l'association algérienne d'électro-neuromyographie et des maladies neuromusculaires, musculaires. On en parle ce matin, c'est à découvrir. Pas d'événement particulier, mais le fait de faire découvrir l'association était déjà important pour nous. Les mécanismes de financement pour les startups, on en parle avec plusieurs invités. Neila Amara Korba, directrice de communication et marketing de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques. Wassila Knatef, elle est directrice de l'incubation, de la formation et de l'entrepreneuriat. On parle donc de ces mécanismes existants et qui permettraient surtout aux startups de pouvoir grandir. On enchaînera avec Maya Amrani, qui ne sera pas seule aujourd'hui, elle sera avec Shahira Kouidri et Nadia Rabi. On va parler de costumes, de tradition et d'un défilé d'ailleurs pour les créateurs. Ça s'est déroulé à la Salle Atlas. Et on finira avec Myriam Oussaïd, ces fameuses plantes, Siam Kenouch, ces fameux contes. Bienvenue à vous tous, sans plus tarder, c'est la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour, comment ça va bien? Très bien, merci. Comment était votre week-end? Vous avez fait quoi ce week-end? Bah, à la maison. La maison? Ouais. Rien de plus? Rien de plus. Ah oui? Ah non, on avait une fête, pardon. Non, on avait une fête. Un quoi? Une fête. Une fête de Un quoi? mariage. Un mariage de qui? Bah, quelqu'un de la famille. Non mais qui? Bah, pourquoi? Non mais juste pour savoir. Bah, non. C'est quelqu'un de la famille, oui. Une cousine? Pas du tout, Un non. cousin? Quelqu'un de la Un famille. homme ou une femme? C'est une femme. Ça Eh va, bah, ça- eh ça- bah. Ça va, vous avez aimé? Oui, très bien, il y avait une bonne ambiance, ça va. Vous avez dansé jusqu'au matin? Presque. Oui. Vous avez fait ça? Hein? Ah non. Ah, c'est super ça. Je suis content pour vous. Bambrok pour la fille, Merci. tant pis pour vous. Mais c'est pas grave. Elle s'appelle Lydia, au passage. Et son mari s'appelle comment? Anis. Ah bah voilà, Lydia et Anis. Ben, on leur souhaite. D'ailleurs, c'est la saison des mariages, hein, Ah oui. donc soyez heureux surtout. Alors du coup, bon, bah... la météo. Et bah, c'est tout fait. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien J'aurais pour pas dû. aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Puis le ciel restera partiellement voilé sur l'ouest, mais dégagé près des côtes centre et est. Par contre, l'intérieur, les hauts plateaux de l'ouest, le centre et l'est, eh bien, on aura des orages qui peuvent donner quelques pluies l'après-midi, mais plus sur les hauts plateaux de l'ouest. La moitié sud, plutôt voilée vers l'extrême sud, le Gard Tassili, le Gard Tassili extrême sud, le Sahara oriental, le sud-ouest, la Saoura, le nord Sahara, avec des foyers orageux vers l'extrême sud pouvant engendrer quelques pluies sur le Sahara central, le Gard et le Tassili, avec 2 fréquences seulement de sable sur le nord Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, plutôt élevées pour un mois de juin. Le maximum 44 degrés du côté de Msila, Mascara, 41 Tizi Ouzou, 40 Sétif, Galma, 34 à Tlemcen, 38 à Al
Djelfa et vers 36 du côté de Batna, 33 à Alger, 32 à Oran, également à Naba. La moitié sud, 42 degrés, Béchar, Gardaya, 43 du côté de Biskra, Hassim Soud, Ouargla, 44 à Tindouf, l'extrême sud, 38 degrés à Tamanrasset, Janet et enfin le maximum 46 degrés à Drar, Insalah. On va faire un petit tour du côté du Moyen-Orient. Le ciel restera partiellement nuageux. Plus exactement à Damas, Khartoum, Sanaa. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent et restera programmé tout au long de la journée. Le mercure affichera 33 degrés à Amman, 37 à Damas. Également le Caire, Jeddah, 44 du côté de Bagdad, 46 le maximum Koweït, Riyad, 41 à Abu Dhabi, 42 du côté de Masqat et enfin 32 degrés à Sanaa. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bon ben midi. Midi 19. Midi 19 pour les prochains points météo. Un petit résumé très rapide pour ceux qui n'ont pas suivi. Il va faire chaud. Il va faire chaud. Grosso modo, il va faire chaud et plutôt humide près des côtes. Ouais. Voilà, en résumé. Vous êtes allé à la mer ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore? Non. Vous allez où? Moi, je suis pas très mer, donc je crois pas que je vais y aller. Ah ouais? Ah non, je suis pas très plage, moi. Vous allez à la piscine? Du tout, non Vous plus. allez faire comme nous quand on était jeunes? Quoi? Nous, quand on était jeunes, j'habitais à Béjaïa. Oui. Et Béjaïa, c'est la ville de la mer. Ah Mais, bah oui. mais la mer était un peu loin. Et comme on était jeunes, donc du coup, on pouvait pas y aller. Ouais. Vous savez ce que faisait ma mère? On avait une petite terrasse. Ah, une Un peu petite couvert. piscine. Piscine. Oui. elle est mignonne. Une bassine. Les années 90, Une qu'est-ce que tu racontes? On faisait la queue pour acheter le lait. Qu'est-ce que tu dis? Piscine. Bassine. C'est une bassine, oui. Ça coûtait cher la bassine. Oui. On prenait l'eau, le tuyau. Ma mère envoyait un peu de shampoing au sol. Ça, elle envoyait un peu de shampoing sur le sol, sur le carrelage. Hein. La glissade. Et vous savez, c'est une vieille maison, donc le carrelage, c'est pas comme maintenant, on avait les outils pour l'avoir lisse comme ça. Oui. Donc tu avais un carreau qui était en haut, un carreau qui était en bas. Tu vois le truc? Tu suis chez les femmes. Et elle envoyait le tuyau. Et nous, on plonge. Et à la fin de l'été, quand on passait la visite médicale, ils pensaient qu'on était des enfants battus, lacérés. On avait des trucs comme ça, comme ça, comme ça, comme des traits partout. Et des croûtes j'imagine. qu'on enlevait comme ça. Maman, j'ai plus de croûtes. Prépare la saison prochaine, mon fils. Je vous jure, on nageait sur du carrelage. Oui. C'était bien. Oui, la belle époque. On était heureux en tout cas. Oui. Ouais, on était très heureux à l'époque. Il ne fallait pas beaucoup. Oui. Il suffisait Allez, de rien. j'embrasse tous ceux qui ont vécu un peu la même chose. Sinon, bon bah à midi. Allez, ciao. Nous, on va écouter un peu de musique et puis juste après, on revient à une chose sérieuse, évidemment. On va vous présenter la société civile aujourd'hui qui s'active sur le terrain. Comment finance-t-on les startups? On en parle ce matin avec deux invités. Revenir aussi sur la présentation d'une nouvelle association et Hope des aides qui revient tout juste de Janet. Ça aussi, on en parle, mais juste après ça. Et ça, c'est Kader Japonais en musique. Kader Japonais ce matin, un peu rock d'ailleurs. Excellente matinée. Comme annoncé, on entame cette émission aujourd'hui avec la société civile. On vous la présente à travers aujourd'hui Docteur Jamila Mahmoudi. Bienvenue à vous. Docteur Mahmoudi, alors vous êtes neurologue, vous êtes cabinard installé à Alger Centre. Vous êtes à la tête d'une association, l'association algérienne d'électro-neuromyographie et des maladies neuromusculaires. On en parle ce matin avec vous. Une association qui est née en 2018, plus précisément un mois d'avril 2018. Vous débutez vos actions en novembre 2018 et depuis, ça s'enchaîne, ça ne s'arrête pas. Premier congrès, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure, c'était les 20 et 21 juin dernier. On va commencer par d'abord cette association. Pourquoi cette association? Qu'est-ce qui vous a donné envie de la lancer? Alors, en fait, bonjour à tous et merci pour l'invitation. En fait, l'électroneuroméographie, si vous voulez, c'est une sous-spécialité de la neurologie. Oui. Et ça a étudié, si vous voulez, c'est une exploration paraclinique, c'est une radio en quelque sorte, qui explore tout ce qui est maladie du nerf et du muscle. Quand on parle du nerf, ça n'a rien à voir avec la pathologie psychiatrique. Hein. C'est tout ce qui est paralysie, tout ce qui est, par exemple, fourmillement, etc. Donc, ce qui nous a poussé à créer cette association, c'est le fait qu'il y a une demande importante de la part de nos jeunes neurologues. Oui. Ça, c'est très important à dire. Et la pathologie du nerf et du muscle n'est pas très bien connue en Algérie. Ouais. Et quand on parle d'électroneuroméographie, cette exploration, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle explore et la pathologie acquise, tout ce qui est maladie du nerf et du muscle acquis,
Ouais. L'exemple le plus typique, c'est la neuropathie diabétique. Hein, pratiquement tous les diabétiques font un jour ou l'autre une neuropathie diabétique, ou ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien, qui est très fréquent chez les femmes. D'accord, mais ça se traduit comment? Les maladies ou... Oui, exactement. Mais c'est quel type de douleur? C'est quel type de gêne? C'est pour ça que je vous dis, nous avons la pathologie acquise quand je parle de la neuropathie diabétique. Ça se manifeste par exemple par des fourmillements, des sensations de brûlure. Le patient vous dira, le diabétique en particulier, il vous dira, j'arrive pas à sentir correctement mes pieds, j'ai l'impression de marcher sur du coton, j'ai l'impression de marcher comme si j'ai des clous sous les pieds, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les troubles sensitifs par atteinte du nerf, et particulièrement dans le diabète, les atteintes des petites fibres nerveuses. Ça, tout ce qui est nerf. Également dans la pathologie du nerf, la compression du nerf médian, ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien, la majorité des femmes le connaissent, on en fait beaucoup. Il y a le facteur hormonal, il y a le facteur microtraumatisme, etc., etc. Et c'est une pathologie acquise. Et pour la pathologie génétique, par exemple, les myopathies. Nous avons déjà des associations de myopathes en Algérie. C'est-à-dire les myopathies, c'est une maladie génétique qui est héréditaire, transmise de père en fils, ou c'est en fonction du mode de transmission. Et là, également, elle est diagnostiquée par l'EMG. Il y a d'autres moyens maintenant, dans d'autres pays qui sont un peu plus développés. Il y a la génétique, il y a les prélèvements de biologie moléculaire, etc. Ça se soigne? Maintenant, ou on atténue? Alors, si on parle de la maladie acquise, oui. La maladie génétique, pour le moment, il y a certaines formes qui sont soignées, mais il y a certaines qui sont toujours en expérience, pas encore, de façon définitive. Alors, le but de votre association, c'est quoi au juste? C'est plutôt l'enseignement, la formation des jeunes neurologues. C'est plutôt professionnel. C'est une association professionnelle et non pas sociale. Donc, elle est professionnelle, scientifique, médicale, et elle est à caractère plutôt à envergure nationale. Donc, elle regroupe tous les neurologues et neurophysiologistes sur le territoire national. Comment a été accueillie la naissance de votre association par les professionnels, les neurologues notamment? Oui, enfin, ça a été franchement un franc succès, et tout le monde était d'accord pour la création de cette association, parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y avait une demande extraordinaire. Il y a un manque de savoir chez nous, malheureusement, on n'a pas les compétences. Les compétences, il y en a, mais on n'arrive pas, si vous voulez, à se réunir, à se voir de façon régulière. Mais avec ce genre d'association, on se crée un espace, un temps libre, soit lors des ateliers, ce qu'on appelle les workshops, soit lors des grands congrès. Voilà, et on a fait déjà des enseignements, on a fait 3 enseignements durant l'année. D'ailleurs, vous avez commencé dès novembre 2018. Tout à fait. À partir de là, vous avez enchaîné les formations. Les formations. Le premier, c'était ce qu'on appelle, on l'a baptisé, si vous voulez, l'enseignement pratique en ENMG, EPENMG. On a fait la première session en novembre, la seconde en février, et là, nous avons eu des experts français. Et également, et puis la dernière, on l'a faite en mars 2019 également. Et le tout dernier, ça a été le grand congrès international. Et là également, on a eu 6 orateurs étrangers. Et on était 11 orateurs algériens. Et alors, qui sont les leaders dans le domaine, dans le monde? En matière de nerfs périphériques, il y a les Américains, les anglo-saxons au départ. Puis nous, vous savez, tout ce qui se passe en Europe, pratiquement le calque. Donc on essaye de suivre. C'est bien. Oui, c'est tout à fait pas. Non, c'est bénéfique pour nous, et surtout pour les jeunes neurologues. Hein, c'est bon. Cela. Voilà. Alors du coup, un congrès a couronné un peu cette année d'activité depuis la création de votre association, donc en avril 2018. Un congrès international, ça s'est déroulé les 20 et 21 juin. Ça s'est passé où? Ça s'est passé comment? Quelle était la thématique? Combien de neurologues se sont déplacés pour l'occasion? Alors, ça s'est déroulé au niveau de l'hôtel Mercure de Bzouar Alger. Alors, comme je vous ai dit, les orateurs, on était 11 Algériens et 6 étrangers français. On a invité une Marocaine, malheureusement, elle aussi, elle était occupée par un congrès à Marrakech, donc elle ne pouvait pas se déplacer. Et donc, durant ce congrès, alors le thème, c'était les actualités en matière de pathologie neuromusculaire. Donc, on a fait le tour, comme j'avais noté ça sur mon programme, on a fait un long voyage à travers le système neuromusculaire. On a commencé par ce qu'on appelle la corne antérieure, c'est-à-dire tout ce qui passe au niveau de la moelle épinière. On a fait un petit voyage à travers, après, le nerf et ses ramifications, tout ce qui est racines, etc. Puis, on est arrivé à la jonction neuromusculaire, alors tout ce qui se passe au niveau entre les deux, le nerf et le muscle. Et enfin, on a atterri au niveau de la fibre musculaire elle-même, par tout ce qui est myopathie inflammatoire ou acquise. D'accord. Voilà. Vous êtes nombreux?
On a été pratiquement... Non, je parle pas de... oui, bon, Oui. répondez déjà par rapport au congrès, Au congrès, effectivement, on était mais, pratiquement- est-ce que oui. vous êtes nombreux aussi en Algérie je Les parle de neurologues neurologues, ouais. Oui, bien sûr. On est nombreux. Déjà, il y a beaucoup de libéraux. Oui. Il y a également beaucoup d'hospitaliers. Déjà, à Alger, nous avons 5 services de neurologie hospitalière en Alger. C'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. D'accord. Il y a un manque. Ouais. Ça, c'est Alger seulement. Je ne parle pas d'Annaba, de Waharan, Si le manque existe déjà du côté de la capitale, il y a de quoi se poser des questions Tout sur, à le, fait. sur les autres régions du pays. Tout à fait. Tout Ouais. à fait. Alors maintenant, pour le nombre, au niveau, lors de notre congrès, on était pratiquement à 260 personnes qui ont participé à ce congrès. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que l'on pourrait vous souhaiter? Quels sont... Du courage. Beaucoup Il en de faut courage, partout. Hein. Oui. La réussite, Inch'Allah. Et surtout la persévérance de notre part. Parce que Ouais. c'est pas évident de gérer tout ça dans notre pays. Alors, prochain événement, prochaine échéance. Alors, probablement, on va faire la 4e session de l'enseignement pratique. Ça va être le début de l'année 2020. Oui. Probablement en février, on verra après. Et le congrès prochain, le 2e congrès international, ça va se faire le 25-26 juin 2020, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, Merci d'avoir été là. c'est moi. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Docteur Jamila Mahmoudi, rappelons que vous êtes neurologue à la tête de l'association algérienne d'électroneurommyographie et des maladies neuromusculaires. Merci encore d'avoir été là ce matin. Quant à nous, on va enchaîner dans quelques instants. Société civile toujours, avec cette fois-ci une action sur le terrain. Ils se sont déplacés à Djanet suite aux derniers intempéries, ceux du mois de juin dernier, d'ailleurs de début juin. Alors c'était l'occasion de faire le point un peu sur ce qui a été fait par Hope DZ, l'association qui elle-même avait accompagné les futurs bacheliers, les candidats au bac qui avaient installé juste après Saint-Eugène, alors entre Baïnem et Saint-Eugène, des chapiteaux pour accueillir les candidats au bac qui résidaient plus loin que le lycée qui leur avait été attribué. Et bien, ce sera l'occasion de revenir sur ces deux expériences, le bac d'un côté, Janet de l'autre, avec cette collecte de dons, mais également cette distribution qui s'est déroulée à Djanet dans la wilaya d'Ilizi. Mais ça, ce sera juste après qui et quoi? Ce sera juste après ce reportage sur Santé d'Homme. Ce fameux, on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup de numérique ces derniers temps, ces dernières années. Alors Santé d'Homme, santé à domicile, Lilia Benassan nous en parle ce matin dans ce reportage. Allons-y. Nous sommes dans les locaux de Santé d'Homme, première société privée algérienne agréée pour les soins à domicile. Une solution qui permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux peu lourds qui peuvent être effectués au domicile des patients. On a un plateau téléphonique, donc un call center qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui nous permet de recevoir les demandes des patients ou de la famille des patients. Dans un premier temps, les opérateurs ont comme mission de filtrer les urgences vitales, puisque nous ne faisons pas les urgences vitales. Donc une fois qu'on a discuté un minimum avec la famille ou le patient, on écarte l'urgence vitale. À partir de ce moment, on prend en charge la demande. Donc en fonction de la demande, que ce soit une consultation ou un soin infirmier, on contacte le personnel soignant adéquat qui est le plus près donc, de la zone d'habitation du patient et qui est disponible au plus vite. Nous offrons des consultations généralistes, des consultations spécialisées, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les soins infirmiers, ça va de la simple prise de tension, de la glycémie, jusqu'à des soins continus, comme tout ce qui est perfusion d'antibiotiques à domicile, aérosol, aspiration. Nous faisons aussi de la kinésithérapie à domicile, de la kinésithérapie fonctionnelle pour de la rééducation si jamais le patient a subi une intervention chirurgicale orthopédique, de la kinésithérapie respiratoire aussi avec aspiration. Nos équipes sont équipées de tout le matériel transportable au domicile, c'est-à-dire les médecins sont équipés de CG mobile, de MAPA, de glucomètre, de tensiomètre, d'oxymètre de pouls, de scope à 5 paramètres si jamais il y a un besoin d'une surveillance médicale continue. Les infirmiers aussi sont équipés de tout ce qui est équipement médical de première urgence et ainsi que nous disposons d'échographes
pour justement les besoins de tout ce qui est examen complémentaire à domicile, de l'échographie, de l'échodoppler vasculaire, de l'échocardiaque, pour pousser les examens complémentaires si besoin il y a. Après l'appel, je vois l'objet de le patient. Donc, par exemple, j'ai une sonde urinaire. Donc, je vois les infirmiers qui sont de quel côté? Voilà, donc on a des infirmiers un peu partout, on a des donc on assure la disponibilité de l'infirmier. Je le voilà, on a un patient qui a la sonde urinaire. Et après, on peut à quelle heure exacte il faut réduire. Plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital. Santé d'Homme vise alors à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir en permanence en prenant en charge les pathologies aiguës et chroniques. Voilà, Santé d'Homme, vous en avez déjà entendu parler ou pas? Non, non. Santé à domicile, une plateforme web qui vous permet de prendre rendez-vous, de trouver un médecin le plus proche de chez vous. Non, je ne connais pas. Bon, bah, c'est très bien parce que vous allez nous faire découvrir d'autres startups, en tout cas avec vous ce matin. Naila Amara Korba, bienvenue à vous. Vous êtes directrice marketing de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques. Wassila Knatef, vous êtes directrice de l'incubation et de la formation et de l'entrepreneuriat dans cette même Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques. Bienvenue à vous deux. On va parler ce matin d'un événement qui commence demain d'ailleurs sur les mécanismes de financement pour les startups. On y revient, mais d'abord, qu'est-ce que cette agence, l'Agence nationale de développement des parcs technologiques? Qui peut en parler? Alors, en fait, nous représentons les parcs technologiques, les cyberparcs à travers l'Algérie, notamment le premier cyberparc opérationnel, celui de Rahmaniya. Et nous gérons bien sûr aussi plusieurs projets relatifs à notre rôle d'Agence nationale de promotion et de développement de tout ce qui est IT en Algérie. Nous avons des projets de numérisation, de digitalisation, etc., de tout ce qui est ministère et institutions nationales. Voilà. En fait, c'est une agence qui est en charge de la promotion et du développement des parcs technologiques sur tout le territoire national. Nous en avons à présent, en plus de celui d'Alger, Cyberpark Sidi Abdellah, nous en avons un autre à Oran, à Annaba et aussi à Ouargla en cours de finalisation, ainsi qu'un réseau d'incubateurs, celui de Sidi Abdellah bien sûr le plus connu, mais aussi un incubateur à Oran. Et nous sommes sur le point de lancer un nouvel incubateur à Al-Borj, courant du mois de juillet. Oui. Et aussi, probablement avant la fin de l'année, un incubateur à Blabès. La différence entre un incubateur et un cyberparc? Alors en fait, l'incubateur fait partie du cyberparc. Le cyberparc, c'est quoi? C'est un écosystème où nous hébergeons et nous mettons à disposition des facilités comme une connexion ADSL à travers un partenariat avec Algérie Télécom à prix intéressant pour les startups et les porteurs de projets. L'incubateur, en fait, c'est une entité à l'intérieur du cyberparc qui reçoit les porteurs de projets, les étudiants. Et Madame, je pense, pourra mieux vous en parler comme c'est son sujet. Donc, comme a dit Madame Amara, donc, il y a dans les cyberparcs, il y a automatiquement un incubateur. Et dans les incubateurs, on accompagne les porteurs de projets avec des formations, du coaching, dans la partie technique, mais aussi et surtout dans la partie création et développement de leur entreprise. D'accord. Ça vous passionne, hein? Tout à fait. Oui. Ouais, j'imagine. Alors, comment se portent aujourd'hui nos cyberparcs? Alors, nos cyberparcs, pour le moment... Même si peu nombreux sont-ils, hein? Enfin, soit-il. Opérationnel, nous n'avons qu'un, c'est celui de Sidi Abdellah. Voilà. Mais c'est un écosystème assez vivant. Nous avons une trentaine d'entreprises qui activent au niveau du cyberparc, plus plusieurs startups et porteurs de projets justement qui travaillent et qui font justement vivre le cyberparc à travers des formations, des séminaires, des rencontres plus ou moins informelles avec des institutions qui viennent chez nous pour justement rencontrer ces startups et ces porteurs de projets. Alors la question que l'on pourrait se poser, j'allais vous dire, comment se portent les entreprises qui se trouvent par contre au sein des cyberparcs, qui évoluent au sein du cyberparc de Sidi Abdellah par exemple? Dans quel état de santé état de santé, on dit financier ou financière? Financière. Financière. Se trouve-t-il? En fait, ils sont à différents stades. On a des sociétés qui se portent
très bien selon le domaine dans lequel ils activent. Et on a d'autres qui peinent un peu à trouver, que ce soit des clients ou des marchés. Mais globalement, il y a beaucoup d'activités. Ils répondent à un grand besoin au niveau du marché algérien. Et on fait en sorte que ça se passe de mieux en mieux. Ouais. Alors on parle d'un événement qui commence donc à partir de demain. L'une des thématiques, c'est les mécanismes de financement pour les startups. Quels mécanismes existent aujourd'hui ? En fait, tout l'événement tourne autour de ça. Voilà, donc c'est même le nom de l'événement, c'est les mécanismes de financement pour développer les startups. Et donc c'est sur 2 jours. Nous avons plus d'une dizaine et plus précisément 12 institutions et organismes de l'État qui sont présents. Donc nous avons dans les traditionnels ANSEJ, ANGEM, CNAC, mais aussi on a des banques. Nous avons aussi la Bourse d'Alger. Et aussi d'autres mécanismes et d'autres fonds d'investissement qui ne sont pas du tout connus par les porteurs de projets et startups, tels que, je citerai quelques-uns, Sofinance, Finalep, Jazer Istithmar. Donc c'est des fonds d'investissement qui font partie du ministère des Finances, mais qui sont très rarement sollicités par les porteurs de projets et startups, et spécialement technologiques. Donc c'est pourquoi nous avons organisé cet événement, pour les mettre en contact. Donc toutes ces institutions vont présenter leurs dispositifs, ils vont présenter aussi les nouveautés de leurs dispositifs, tels que l'ANSEJ et CNAC, qui ont de nouveaux mécanismes à présenter, et aussi donc les banques. Et aussi on a prévu donc des stands où ils peuvent recueillir les doléances et les demandes des porteurs de projets. Les nôtres déjà, ceux qui sont incubés chez nous, mais tous ceux, donc c'est ouvert au public, donc tous les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises peuvent venir se renseigner sur cette question. Qu'est-ce qu'une start-up selon vous ? Et qui sont concernés par votre événement? Alors beaucoup plus les étudiants. Parce que c'est un terme qui a été galvaudé quand même. Hein. J'imagine. Start-up à toutes les sauces. Moi j'en vois passer ici sur ce plateau depuis 5 ans. Depuis 5-6 ans, depuis la mode du digital, qui est un domaine certain et qui représente l'avenir aujourd'hui pour l'ensemble des secteurs. Mais on parle de start-up pour toute entreprise qui serait née. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous la définissez autrement chez vous? En fait, les start-up, oui, donc ça concerne différents domaines. Mais si on parle de nous et de celles que nous côtoyons et que nous accompagnons, c'est plutôt les start-up technologiques ou numériques. D'accord. Et donc, start-up technologique numérique, c'est spécifique. Donc, ils ont des spécifications qui ne sont pas déjà celles des autres start-up qui activent dans les autres domaines, et encore moins celles des entreprises ou des nouvelles entreprises qui ne fonctionnent pas sur le même mode. Et c'est pour ça aussi qu'on a organisé cet événement, pour aussi dire à ces institutions que ces startups technologiques ou ces entreprises technologiques, elles ont des spécifications qu'il faudra prendre en compte pour ajuster leur mécanisme, parce que souvent le mécanisme de ces organismes ne convient pas à ce type de porteurs de projets ou start-up. D'accord. Qui répondent à des critères assez spécifiques selon leur niveau de digitalisation et d'utilisation de la technologie, si vous voulez. Nous avons justement, lors de cet événement, le lancement de la première start-up créée en 2019 à l'incubateur. C'est une start-up qui est active dans le domaine des IoT, l'Internet des objets, les objets connectés. Donc demain, il va lancer officiellement sa start-up, et justement devant toutes ces institutions, parce qu'il est à la recherche de financement. Et comme il développe des prototypes et des objets connectés, donc il a encore plus besoin d'un financement plus conséquent que d'autres startups qui, eux, plutôt créent des solutions numériques, des logiciels, et donc le besoin en financement n'est pas forcément le même. Aujourd'hui, l'ANSEJ, la CNAC sont des dispositifs qui correspondent au financement des startups. Ne sont-ils pas dépassés par un système un peu trop classique, un peu trop formaté sur des modèles d'entreprise hyper classiques qui ne collent pas forcément à ce domaine, celui des technologies? En fait, sur ce sujet-là, il y a beaucoup de choses à dire, entre autres que déjà nos porteurs de projets start-up,
un grand nombre ont fait appel à ces dispositifs-là. Et donc, justement, demain, il y aura un retour d'expérience de plusieurs de nos startups, justement, pour discuter avec ces organismes, pour leur dire ce qui a bien ou plus ou moins fonctionné dans leurs expériences. Et bon, enfin, entre autres, la lenteur de ces procédures-là par rapport à la vitesse de création de ce type de start-up. Disons qu'ils ne sont pas dans le même espace-temps. Donc les start-up technologiques évoluent très 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 rapidement. Quand ils créent une solution, ils doivent la lancer rapidement, sinon ils sont dépassés. Oui. Et en contrepartie, les dispositifs standards, leurs procédures sont un peu lentes. C'est pour ça que demain, on compte beaucoup sur cet événement pour sensibiliser ces organismes. Ça se passe où? À Sidi Abdallah. Tout simplement. Voilà. À l'incubateur. En même temps, vous avez tout à l'intérieur. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. À l'incubateur de Sidi Abdallah. Vous êtes à 100% en termes de capacité d'accueil? Pour ceux qui regardent aujourd'hui, qui voudraient peut-être, qui seraient intéressés par Sidi Abdallah? Nous ne sommes pas à 100% capacité, nous sommes toujours ouverts à des nouveaux dossiers, à des nouvelles demandes pour ceux qui souhaiteraient être domiciliés au niveau du cyberparc de Sidi Abdallah. Marhaba bikoum. C'est quoi un dossier de candidature pour accéder à Sidi Abdallah? Alors, il y a un formulaire en ligne en fait à remplir. Disons qu'il y a deux. Il faut séparer la domiciliation ou la location des espaces de ce qu'on appelle les business centers, qui sont dans les cyberparcs, et les incubateurs. Ouais. Donc, au niveau de l'incubateur, nous accueillons de nouveaux porteurs de projets périodiquement. C'est plutôt, on fait un comité de présélection qui reçoit la demande, on évalue la demande justement, le porteur de projet qui est très important aussi, et tout de suite on commence le processus d'incubation. Et la partie business center? La partie business center est par contre ouverte à tous. À tous, quoi. Quel que soit le domaine. Bien sûr, nous avons une préférence pour les entreprises qui sont actives dans le domaine technologique, mais ouvert à tous, à moins justement à la condition sine qua non d'avoir une pointe dans la technologie. Ben oui, ce qui est un peu normal. Cyberpark de Sidi Abdallah, demain l'événement sur les mécanismes de financement pour les startups. Ils seront tous présents, CNAC, ANSEJ, les banques, les fonds d'investissement dépendants des ministères des Finances, on dirait qu'on est plusieurs dans un seul. La bourse d'Alger également sera présente. Alors des retours d'expérience de certains qui ont lancé leur start-up et qui sont passés par ces mécanismes de financement, mais aussi ce sera l'occasion pour d'autres d'écouter un peu tout cela et de mieux se préparer à l'avenir. Pour y assister, il faut faire quoi au juste? Il faut juste venir. Juste venir, tout simplement. Voilà. C'est tout. Voilà, pourquoi tu poses ce genre de questions? Bon, qu'est-ce que j'ai oublié de vous poser comme question? Quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée et à laquelle vous auriez souhaité répondre? Ça va aller? On vous souhaite bonne chance. Merci. Okay. Vous reviendrez? Oui, avec plaisir. Si on est invité. Vous êtes toujours invité. Rassurez-vous, vous êtes chez vous ici. Merci encore. Vous avez un site internet, vous nous rappelez juste le... natp.dz. Aïe. natp.dz. D'accord, natp.dz. Et nous sommes aussi présents sur Facebook, sur LinkedIn avec AMPT Cyberpark. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Rappelons Madame Neila Amara Korba, directrice marketing de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques, voici la CNATEF, directrice de l'incubation, de la formation et de l'entrepreneuriat au sein de cette Agence nationale de développement des parcs technologiques. Et l'événement, c'est donc demain, ça se passe au Cyberpark Sidi Abdallah et c'est toute la journée. Toute la journée et le 2. Et lundi aussi. Voilà, merci encore, merci d'avoir été là. Quant à nous, on s'intéresse ce matin à une expo de peinture. Devinez qui? C'est Monsieur Sport qui s'y est intéressé. C'est Smaïl Belkaidia qui a été à la rencontre de Narges Harket. Peinture et poésie, c'est parti en images, on se retrouve juste après. À la base, on est dans un
business plan B2B d'habitude, c'est-à-dire qu'on travaille avec les universités, on les fournit et tout. Et puis avec la création de l'espace Bouzone, on a essayé, c'est-à-dire de franchir le pas et de passer à autre chose. Et donc on a pensé à développer cette galerie. Et avec l'occasion qui s'est présentée par rapport à l'artiste auteur, parce qu'à la base elle est auteur, Nawal Narjis Harkat, on a essayé de travailler ensemble pour concrétiser la création de la galerie. Et voilà, alhamdoulilah, la galerie elle est là, grâce à Dieu, et l'aventure continue. Je suis effectivement ingénieure en agroalimentaire. Pour moi, l'art, c'est une passion qui a débuté dès mon jeune âge. En quelque sorte, c'est un défouloir. C'est une passion où je me retrouve, où je me libère de certains liens. Et aussi, je suis également auteure. J'écris de la poésie, des nouvelles, et je m'investis actuellement dans le domaine de l'écriture pour la jeunesse. Mes tableaux, effectivement, chaque tableau raconte une histoire. Et tous les tableaux, ils ont illustré des livres de poésie. C'est un peu, bon, à travers, quand je peins une toile, c'est à travers le regard de mes sujets que je trouve mon inspiration. Des tableaux. C'est une façon d'exprimer. Elle a exprimé les traditions. Je pense et ça, c'est un beau héritage. Parce que ça se perd avec le temps, ça se perd. Les traditions, ça se perd. C'est une histoire. Chaque tableau porte une histoire et un message, les générations à venir. Ou même c'est une très jolie découverte, ce sont de très beaux tableaux. أنا هذه مهمة جدا بالنسبة لي كي تكون هكذا فضاء اللي نتناقشوا فيه ونحاولوا نوصلوا الرسالة نتاعنا على إطار par l'intermédiaire de la peinture, des artistes. ويكون فضاء هكذا convivial. Une expression féminine. أنا اخترت اليوم باش نجيب الكتب تاعي باش نكونوا في هذا الجو هذا عائلي وباش نبينوا باللي المرأة عندها تقدر تكون عندها رسالة للمستقبل. Constantine, effluve et senteur. Constantine, eau de rose et orange amère. Qui du raffinement et des codes d'honneur ce prestige de naître en son sein ne peut s'enorgueillir et se complaire. Constantin, le grand empereur, veille sur la ville des splendeurs. Fier de son histoire et de ses racines, Cirta ne cesse de nous émerveiller. Vieille ville millénaire, belle et rebelle, elle résiste au temps, elle résiste au siècle. Voilà, c'était donc Smaïl Belkaidia qui s'est intéressé à la peinture, à la poésie également à travers cette expo de Narjis Harkat, mais également à travers la poésie de l'ensemble de ces passionnés qui étaient présents. Alors quant à nous, on va enchaîner, on revient à la société civile comme annoncé ce matin, et avec nous aujourd'hui, Mariam Laribi, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien depuis? Ça va très bien. Alors on s'était vu avant Ramadan, on avait parlé de ce fameux chapiteau, on avait parlé de la naissance de l'association Hope DZ. Alors le chapiteau Ramadan, on en a parlé, c'était les repas qui étaient distribués aux démunis et aux gens du voyage, si on peut les appeler ainsi. Après, vous avez enchaîné par le bac. Alors, on veut d'abord faire le point sur le bac. Comment ça s'est passé? Il y avait une opération où vous installiez des chapiteaux pour les jeunes candidats qui avaient été envoyés vers des lycées qui étaient loin par rapport à chez eux, qui leur permettaient de résumer, de réviser, qui leur permettaient de se rafraîchir, d'être à l'ombre. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé très très bien. D'abord, bonjour tout le monde. Là, c'était l'idée d'une autre association qui s'appelle Afaq El Jamil. C'est l'association de Miramar, c'est avec Feriel. Elle m'a contactée, c'était au mois de Ramadan, au chapiteau exactement. Elle est venue me dire, voilà Myriam, on voulait faire un projet au candidat du bac, voilà.
Et j'ai accepté bien sûr et on a participé à cet événement. C'était à Miramar, c'était au profit de candidats. Il y avait des chapiteaux, ces chapiteaux, donc chaque chapiteau a une spécialité. Il y a un chapiteau pour Salette, il y a un chapiteau pour les révisions, il y a un troisième chapiteau pour relaxation avec des psychologues, des spécialistes, aussi des profs qui sont venus pour aider ces candidats. Donc il y avait aussi plusieurs associations qui ont participé. Donc j'ai trouvé que c'était formidable. Voilà. Et vous enchaînez, vous n'avez pas le temps de vous arrêter. Au mois de juin, il y a eu les intempéries qui ont frappé de plein fouet la ville de Janet, dans la wilaya d'Ilizi. Alors, des intempéries qui ont causé beaucoup de dégâts matériels. Heureusement, pas de pertes humaines. Mais il y avait risque sanitaire par rapport aux maladies suite à ces intempéries, à l'eau stagnante, à l'ensemble des pathologies qui naissent suite à cela. Il y avait dégradation matérielle pour beaucoup de familles, d'ailleurs, énormément de familles sinistrées. Alors, le Croissant Rouge s'était bougé. On avait d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec Madame Belhbiles. Tiens, parce que bon, quel que soit ce que l'on peut dire, mais le Croissant Rouge avait envoyé plus de 6 camions, 6 semi-remorques sur la wilaya d'Ilizi, à Janet notamment. C'était une caravane qui avait démarré d'ailleurs il y a quelques semaines. Et puis, il y a les associations. La société civile qui s'était bougée également, cette société civile dans laquelle vous étiez d'ailleurs, parmi lesquelles vous êtes illustré. Alors pour Hope, qu'avez-vous fait exactement à cette occasion? Donc dit qu'on a entendu l'information sur la télé, sur les informations ou sur les réseaux sociaux aussi. On a lancé un appel. Bon, on s'est déplacé vers les sponsors vu que on vient de sortir du grand programme de Ramadan Kurcho. Donc on a sollicité pour une deuxième fois nos sponsors et là ils ont accepté. Donc j'étais vraiment contente et heureuse. Voilà, on a essayé de récolter le maximum de dons. J'ai rencontré aussi plusieurs associations au niveau de Belcourt, stade de 20 août, à côté de la piscine de 20 août. Là-bas, on a eu peut-être un grand espace pour mettre les dons avec d'autres associations, comme je vous ai dit. On a aussi peut-être loué un semi-remorque, voilà. Et là, Monsieur El Hadi, c'est le président de la fondation de Belcourt. Ouais. C'était lui qui a payé tout, finalement, le prix de la location du semi. C'était pour nous juste faire récolter les dons. Ouais. Et là, on a déplacé vers Janet et on a fait des visites pour les familles sinistrées et qui ont perdu leur maison. C'est vrai qu'il n'y avait pas de mort, alhamdoulilah, mais il y avait beaucoup de dégâts. Ouais. Donc vous avez aussi, peut-être on va voir les photos, parce que j'ai ramené quelques photos. Et voilà, on s'est déplacé même vers les nomades qui vivent dans des khaymas et tout maintenant. On les a accompagnés, voilà. On a visité aussi les hôpitaux, on a profité de visiter aussi les hôpitaux au niveau de Janet, Efri et Anna Barbar. Voilà, c'était des zones vraiment... Ouais. Voilà, les familles là-bas sont vraiment nécessiteuses dans le besoin. Donc voilà, on a essayé... Alors vos dons étaient composés de quoi exactement? Il y avait des dons alimentaires, tout ce qui est semoule, l'huile, la tomate, les produits de première nécessité. Exactement, les habits... Et qui se conservent bien. Pardon? Et qui se conservent bien. Exactement, on peut garder longtemps. Exactement, voilà. Et il y avait des habits également? Bah oui, il y avait des habits, il y avait des couettes, voilà, des couettes, des Alors beaucoup ont critiqué sur les réseaux sociaux pourquoi les associations, mais également pourquoi le Croissant Rouge avait emmené des couvertures et des couettes. C'est pas parce que c'est l'été qu'on n'emmène pas ce genre de choses, parce que il faut savoir une chose, pour les couettes et les couvertures, dites-vous que le soir, dans les régions du sud, il faisait vraiment froid. On vit des températures hyper basses. C'est la raison pour laquelle on envoie. C'est pas par négligence, c'est pas par bêtise. Bien au contraire, il était important de le dire. Parce que beaucoup ont rigolé quand ils ont entendu que des associations et le Croissant Rouge avaient emmené des couettes et tout. Ils se sont dit, comment ça, les couettes, il fait chaud l'été. Alors que nous, la nuit, c'est que vous ne connaissez pas le désert. Ceux qui connaissent le désert savent que la nuit, on en a besoin. Et puis on en aura besoin après aussi, parce que l'hiver arrive également. Et ça
ça, faudrait pas l'oublier. Vous êtes resté combien à Janet? 6 jours. 6 jours, quand même. Hein. Voilà. Bon, avant de se déplacer, on a contacté quelques associations qu'on les connaît. Voilà, à Janet. Donc, c'est par rapport à les infos qu'il nous a données qu'on a récolté tous ces dons. C'est par rapport à ça qu'on a ramené des couettes, des matelas, parce que ces familles sont touchées. Donc, l'eau a peut-être touché même les matelas, les habits. Donc, voilà, c'est par rapport à ça qu'on a ramené les matelas et les couettes. D'accord. Voilà. Vous avez laissé dans quel état les familles? Elles ont pu reconstruire un peu, plus ou moins, leur maison, Exactement, déjà, dès que notre arrivée, on a trouvé déjà les citoyens s'entraider entre eux. Oui. Voilà, donc on a essayé d'aider. Du mieux que vous pouviez. Exactement, voilà. Prochaine opération? Ça sera pour les plages, Inch'Allah. Oui. Ça s'appelle plage propre et ça sera des journées sensibilisation et journées de nettoyage des plages et aussi des animations et des activités au profit des enfants et leurs parents, Inch'Allah, au niveau de plage. Ça commence On va commencer, Inch'Allah. C'est pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Ah, déjà? Oui. Combien d'enfants vont profiter de cela? Combien de familles, combien d'enfants? On va toucher peut-être les familles qu'on va les trouver sur place, dans les plages. Donc on n'a pas l'estimation. Ouais. Vous avez choisi les plages? Peut-être la première plage, ça sera la plage Kitani Bablouet. Et on va, Inch'Allah, trouver d'autres plages avec DGS d'Alger. On va travailler avec DGS d'Alger. Ouais. Eh ben, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Beaucoup de réussite. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors nous, ce qu'on va faire exactement, c'est qu'on va vous faire découvrir une table d'hôte. Elle se trouve à la Casbah. Elle est détenue par un certain Mohamed que vous allez découvrir dans ce portrait signé Feriel Hamdi. Merci encore, Mariam. Merci d'avoir été là. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce portrait, d'ailleurs, que je vous invite à découvrir. Allons-y. La Casbah nous accueille à bras ouverts avec son hospitalité séculaire. Cris de bambins, échos de voix de Kasbadji, murs décrépits sont autant d'ingrédients qui constituent le décor de ce vieux quartier algérois. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous a accueillis Mohamed Sidi Khlef dit Momo dans sa douira transformée en un restaurant traditionnel, Mezrna al-Mahroussa, situé à la rue des Abderrahmnes. Comme j'aime bien le patrimoine, ce qui est ancien et identique de la Casbah, donc un jour, j'ai pensé de transférer cette vieille maison qui est dans le cadre de l'UNESCO de patrimoine et de le préserver, notre patrimoine, de la faire transférer, pourquoi pas, à une maison, en même temps sur une table d'hôte. Donc à 90%, donc la cause c'était je suis bien situé. Parce que notre maison donc, se retrouve en face du musée national Amar Ali, nommé Ali Lapointe. Donc on voit cette rue qui est redevenue très fréquentée. Donc avant c'était bien fréquenté et en ce moment et actuellement, donc on reçoit beaucoup de monde. La tradition et la culture sont un élément essentiel de la vie dans la Casbah. Elles créent une atmosphère que les visiteurs ne trouveront nulle part ailleurs en Algérie. C'est une attraction qui combine la tradition et l'histoire avec la vie quotidienne, permettant aux visiteurs de voyager dans le temps et découvrir le passé à couper le souffle. Momo, chaque matin, descend à la pêcherie. Donc à la criée, il achète sa sardine, donc elle est fraîche. Hein. Et bon, aujourd'hui on a mangé de la... Mais d'habitude, c'est des plats typiques. C'est typique à la Casbah, bien sûr, que ce soit du couscous, de la rechta, autre que ça, bien sûr. Je ne pourrais pas citer tous les noms de plats qu'on mange, mais on mange propre et c'est très bon. Donc la cuisine se fait par la maman et les sœurs. Voilà comment c'est dans une maison typique. C'est la première fois donc on est venu avec notre guide et nous ce qu'on voulait c'était vraiment quelque chose de pittoresque, quelque chose qui sentait vraiment la Casbah, pas les petites échoppes, vraiment quelque chose avec un patio, tout ça. Et c'est ce qu'il nous a proposé, c'est exactement ce qu'on voulait, manger local, les sardines, les frites, habout, enfin voilà tous les plats locaux avec le décor qui s'y prête et c'est ce qu'on a donc c'est la première fois
qu'on vient ici, donc dans la petite ruelle à côté du musée, donc c'est exactement ce qu'on voulait avec mon père. Donc c'est parfait. J'espère qu'Inch'Allah ça puisse se développer ici et dans d'autres parties de la Casbah. La plus belle façon d'accueillir ses invités, c'est de leur servir une bonne recette bien présentée. Chez Momo, une table bien garnie toujours au programme, faisant un rappel aux plats traditionnels de notre pays, ainsi la cuisine traditionnelle qui nous fait voyager à travers le temps. Le concept le patrimoine donc il sera plus beau avec الادوات اللي عاشتهم. انا نتمنى اليوم انه هذا المشروع اللي راني فيه وهذه المبادره اللي درتها في القصبه وبارمي الناس الاوائل يعني اللي درناها نطلب ان شاء الله باش يتوسع المشروع ويكبر وخاصه نطلب الناس اللي عندهم ديور كيما هادو والناس اللي راهم موجودين اللي هما اصليين والاصوليين تاع القصبه انهم يديروا كيما انايا ويحلوا المنازل تاعهم سواء يحل مطعم سواء يحلها موزي بريفي باش الناس تجي. حنا لو كونسيبت تاعنا دو فير ديفلوبي نوتر برودوي لوكال et faire venir le monde entier chez nous. Alors, si vous voulez déguster les bons plats bien de chez nous, une seule adresse, le restaurant Mezrna Al-Mahrousa. Mezrna Al-Mahrousa. C'est bien, hein? C'est bien. C'est une table d'hôte à la Casbah. Vous avez déjà été? Non. Non? Non, je n'ai jamais été. C'est bien, vous y êtes allé? Je viens de voir le reportage, un peu comme vous. Hein, pas... voilà, vous découvrez. Ah bah oui, en même temps, mais ça donne envie. C'est signé Friel Hamdi. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. C'est un plaisir de vous voir. Merci à vous. Avec les sourires, la classe. Merci. Ah, c'est super ça. Bienvenue madame. Bonjour Mahfouz. Comment ça va bien? Bonjour à tous. Ça va? Très bien, alhamdoulilah. Tranquille. Oui. Alors. Tant que l'Algérie se porte bien, eh bien on se porte bien aussi. Eh ben oui, ce matin avec vous, on va parler coutume et tradition. Voilà. Et qui dit coutume dit aussi couture, un peu sur le. Il y a un peu de tout. Les mêmes sonorités. C'est beaucoup plus le travail d'une association qui s'appelle Défi de femmes, dont la présidente est avec nous, Madame Chahira Kuidri. Bienvenue, bonjour. Et puis il y a des brodeuses, il y a des exposantes dans tous les domaines, entre autres Madame Rabiha Rabi Nadia. Oui, voilà, merci. Qui est brodeuse, elle. Bienvenue, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, cette exposition a eu lieu au Bastion 23. C'est une exposition, c'est pour essayer un petit peu de sortir ces femmes de chez elles qui n'ont pas de magasin, qui n'ont pas d'atelier de travail. Elles travaillent toutes seules. C'est en général des retraités, n'est-ce pas, Madame Chahira? Des retraités ou des femmes qui n'ont jamais travaillé, qui font de la broderie, la couture, qui font de l'artisanat. Oui. Donc, c'était l'occasion de montrer leur travail. C'était sous le thème de Djehaz Laroussa pour faire l'intermédiaire entre ces artisanes et les mariés de la saison 2019. Comme c'est la saison des mariages, oui, c'est la période. Ça tombait bien. Alors, vous avez quand même différentes artisanes et elles sont un petit peu dans tous les domaines. Oui. Aussi bien dans la broderie, aussi bien dans les objets aussi de garniture. Elles sont dans le macramé. La couture, macramé, dessin sur verre, un peu de tout. Il y a toutes les activités. Elles sont nombreuses quand elles... Pardon. Ah, excusez-moi. Voilà. Le son. Pour le son, oui. Il faut faire... Voilà. Merci, monsieur quand tu fais une formation d'animateur à la télévision, tu es technicien aussi. Tout à fait. Super. Allez, on y va, on enchaîne, mesdames. On enchaîne. Donc, vous disiez le macramé. Le macramé, le tbaq al-henna, la broderie, la couture, il y a un peu de tout, les gâteaux, la confiture. Tout ce qui concerne. Déjà, cette fois-ci, le thème, c'était le mariage à travers plusieurs wilayas. Voilà, puisque c'était le thème Djehaz Laroussa, on voulait présenter le qadat, les traditions de l'Aras تاعنا. C'est comme Sadan, le hammam, yani tzbira, un peu de tout. Et on parlait des mariages dans les régions, parce qu'on a une diversité quand même, entre le mariage kabyle, le mariage algérois, le mariage tlemcenien. Donc on a une grande variété. Alors déjà en Kabylie, il y a
les mariages qui diffèrent. Qui diffèrent entre Tizi et Béjaïa. Déjà, il y a des différences. Aussi, par exemple, entre le mariage algérois et le mariage tlemcenien, il y a des différences. Même le Kérako qui se porte à G-Centre ne se porte pas de la même manière que Tlemcen. C'est d'une autre manière. Donc, on veut parler de ces petites différences. Ces différences. Nous, quand on est venu faire le reportage, donc on est tombé sur le mariage kabyle. Oui. Je ne sais pas, d'une certaine région de Kabylie non, ou bien on parlait de Kabylie en général. De Kabylie en général. Voilà. Et Madame Rabi était avec nous. Oui. Elle a présenté, Djez l'Aroussa. Djez l'Aroussa, oui. Qui présente les tenues hammam. Ensuite, qu'est-ce qu'elle apporte la mariée? Elle porte une tenue, c'est-à-dire pour représenter avec ses amis, une tenue toute simple, sarwa al-harrar, et puis le camisora, et puis la foulard تاع الفتول. Ensuite, le henna, ensuite... le henna aussi, elle a sa tenue, oui, elle a le peignoir, le melhfa, les gants, le tfricha taha, يعني tout ce qui voilà un ensemble voilà c'est très bien. Je pense Mahrez qu'on peut regarder ce qui s'est passé au Bastion 23. On va avoir un peu de joie. Eh bien allons-y, c'est un reportage réalisé par Madame, s'il vous plaît, Madame Maya Amrani. Merci. L'association des filles de femmes organise au Bastion 23 une expo-vente qui a pour thème le trousseau de la mariée et les rituels du mariage dans les différentes régions d'Algérie. L'objectif est de permettre aux artisanes d'exposer leurs créations et de pouvoir vendre leurs produits. Je suis membre de l'association des filles de femmes à domicile. Je confectionne depuis longtemps, je fais de la couture et spécialement les draps. Les draps à base de dentelle et de décoration avec des perles, spécialement pour marier. Malika, venue du sud, nous explique le mariage dans sa région. Je suis venue représenter la femme Tougourti d'une façon générale. Mon travail, c'est la broderie à main sur tout tissu. Et je suis venue avec une collection pour été-printemps. Les différents stands sont enrichis par une production artisanale des plus diversifiées. Ici, nous sommes pour montrer la femme au foyer, pour découvrir que la femme au foyer, elle n'est pas inconnue là, elle est au contraire, elle donne sa valeur, elle fait le double travail, le foyer et dehors, et elle montre ses créations de bijoux qu'elle fait à la maison. Je viens de la wilaya de Bouira, je suis spécialisée dans le macramé. Mais j'ai créé d'autres choses en ce qui concerne l'artisanat. Comme vous voyez des éventails avec le style berbère. C'est nouveau, oui, c'est un style nouveau. Des petites bourses aussi. Voilà, des coffres aussi que j'ai moi-même décorés. Vous avez aussi en face ce qui concerne la aroussa, t'as le henna, t'as tout ce qui est les accessoires. مع القاعدة تاع العروسة كامل الجيروا وقسمطيني تاني. Tout ce que vous voyez là, c'est fait main. Pour rester dans le thème de cette association, des filles de femmes recréent le mariage dans tout son parcours traditionnel. La tenue تاع الحمام تاع العروسة كي تجي داخلة الحمام تاعها تلبس الفوطة الحمام وبيان سور دير ملحفه هذه على راسها باش تدخل البيت تاع الماء باش تدوش كي تكمل التحميمات تاعها تلبس القويط هدايا ومن بعد نمر التحميمات تاعها بيان سور لافاي هذيك ناس دارها يجوا يحنيو لها هذا بينوار الحنه. Aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie du mariage kabyle. La mariée porte une djibba ornée de dentelle où prédomine le vif des couleurs or et rouge. Au-dessus de la tête, un foulard pour cacher les cheveux et le visage. Quant aux bijoux, il reste les incontournables accessoires pour la femme kabyle.
Voilà. Voilà. Les traditions. Un peu d'ambiance. C'est bien, c'est très bien. En même temps, c'est ça les traditions. Et puis c'est agréable, c'était très agréable, c'était bien fait. Moi j'ai aimé. Le lieu s'y prêter. Justement, le lieu nous aide le plus, le Qada, parce que quand même, quand on parle des coutumes, traditions, c'était dans un endroit qui représente les coutumes et les traditions. Voilà. Tout à fait. Voilà, le bassin, il est très joli, c'est un très beau endroit. En plus, l'Avs, c'est une terrasse. Donc, on avait l'habitude à l'ancienne méthode des Rofstah. Donc, c'était quand même réel. Voilà. Voilà, c'était très bien. Madame Rabi, vous nous avez ramené quelques modèles. Entre autres, là c'est Richelieu, je crois que la broderie. C'est Richelieu, mais ça c'est une manière d'une Richelieu avec le nid d'abeille. Ah, c'est d'accord, c'est pas le simple Richelieu, vous l'avez devant. Et celui-là, c'est un Richelieu avec des baguettes, mais ça c'est la première méthode de Richelieu, la première méthode. D'accord. L'ancienne méthode. Voilà, l'ancienne méthode. Ensuite, la deuxième méthode, c'est celle-là. On a plus de dessins. Non, la différence entre les deux, c'est que là, on utilise des brides. Des brides. Oui. Alors que dans l'autre, on utilise un tulle. Sur le tulle, on fait les... voilà, on fait le travail. La broderie. Donc, c'est vrai qu'il y a le tulle. Le tulle. Pour avoir la même dimension des baguettes. Voilà. Identique. Pour que ce soit pareil. Voilà. Mais la méthode la plus ancienne, c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. La première. Voilà, la plus ancienne, c'est celle-là. C'est le Richelieu avec des baguettes. D'accord, la plus classique. Voilà, c'est classique et puis c'est simple. Oui. Alors pour par exemple, Douzel Hammam. Douzel Hammam, les nappes, les draps. Oui. Pour les bébés aussi. Il y a pas mal de trucs, on fait le Richelieu, mais avec certaines méthodes. Vous m'avez dit que vous faisiez de la broderie à l'aiguille. À l'aiguille, c'est ça. C'est ça la peinture. C'est de la peinture. La peinture à l'aiguille. Ah, ce n'est pas brodé, c'est de la peinture. Non, c'est pas la peinture, c'est la broderie. Oui, c'est la broderie, mais avec une peinture à l'aiguille. D'accord. On l'a fait d'une manière comme si c'est une peinture. C'est une dégradation de couleur. De couleur. Ah, très bien. Voilà, qui donne l'aspect de la peinture. C'est très beau. Voilà. On fait des châles avec. Des châles, des robes d'hôtesse. Des robes d'hôtesse, des tenues de henna, hammam. Voilà, ce qui est celui-là, c'est un coussin. Un coussin. C'est un coussin, uniquement pour l'Arossa. Pour l'Arossa, oui. Oui. كي تحني ولا فوالا تحني كيما نقولوا تسبن لا شومبر تاعها ما تحبش دير لو ريشوليو ما تحب دير والو تحب دير دي تروك هكذايا سامبل C'est beau en tout cas, ça. C'est nos traditions. Voilà, c'est ça la tradition. Mais c'est une richesse. C'est une richesse. Voilà, vous ne travaillez pas aussi, vous êtes chez vous. Je travaille chez moi et je suis membre de l'association chez Shahira. Voilà. Vous avez combien de femmes membres de votre association? À peu près 200 artisanes. Quand même, hein, qui travaillent chez elles, qui ne sont pas... Et qui exposent à l'intermédiaire des expositions organisées. Très bien. Je pense que ou on continue ou on s'arrête, je ne sais pas trop. On a le temps. Si vous avez encore des choses à dire, dites-les. Oui, si on a le temps, pourquoi pas. Bien sûr, Madame Shahira va nous dire quels sont les projets de cette association. Bon, l'association, elle profite de chaque occasion pour faire un événement qui convient au thème. Donc, on est en train de préparer à l'occasion du 5 juillet un événement qui aura lieu, Inch'Allah, fait Hidra, le club de tennis. Donc, premièrement, pour fêter la fête de l'indépendance. Donc, le 4 et le 5 juillet. Le 4 et le 5 juillet au club de tennis. Et qu'on va, pour fêter, justement, j'ai dit, pour fêter la fête de l'indépendance. Oui. À notre manière, à la manière de défi de femmes, et on organise en parallèle un concours d'art culinaire, oui. Voilà, un concours sur le niveau national, et qu'on va représenter les plats de l'Algérie.
Eh ben, c'est très bien. En tout cas, merci d'être venu. Et merci pour on l'invitation. sera bien sûr, on sera à tous vos événements. On assistera, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Merci madame. Bonne chance en tout cas pour la suite. Beaucoup de réussite. Merci Maya. Merci, à la semaine prochaine. Quant à nous, on part où? On part du côté d'une expo cette fois-ci. C'est Nassiba Djahidir qui nous fait découvrir tout cela. C'est l'exposition de qui? D'Ahmed Stambouli. On se retrouve juste après avec Myriam Oussaïd et Siham Kenouch. Après une exposition collective dans cette galerie, voilà qu'il expose à titre personnel. À bouffée d'art, Ahmed Stambouli présente sa nouvelle collection. Une collection qui compte pas moins de 40 tableaux. Des tableaux qui nous invitent à pénétrer dans son univers. Un univers où il laisse libre cours à sa créativité. Une créativité avec en toile de fond bien des émotions. Des émotions à partager dans une exposition qui attire le regard. Ça fait presque 30 ans. Bon, j'ai dit, bon, je vais essayer de travailler sur une nouvelle pensée, mais il fallait passer par plusieurs mouvements, plusieurs courants, c'est-à-dire bon, le mouvement Cobra, qui a été créé en 1948 par 3 peintres. Un peintre de Bruxelles, un peintre d'Amsterdam et un peintre de Copenhague. Ça veut dire primitif, enfantin et folie. En passant par aussi l'art brut, tout ce qui est folie, et africain et enfantin. Donc j'ai essayé de faire cette analyse chez Stambouli. Stambouli ramène cette vision, cette pensée. Il l'a fait à sa manière. Donc j'ai essayé de créer un jardin d'enfants. Face à ces toiles, un regard posé, un regard interrogateur. On essaye de comprendre et de déchiffrer. Stambouli développe une démarche artistique où il allie peinture, graphisme et dessin. Il aime explorer et mélanger plusieurs techniques. Sur ces toiles, l'artiste fait courir son imagination débordante. Je suis rentré dans une grande philosophie, une grande pensée, une grande psychologie de l'enfant, en passant par un enfant de 2 ans à 3 ans, à 4 ans. Comment il dessine sur les murs, dans la rue. Alors je me suis inspiré de l'art mural d'un enfant. Comment un peintre bâtiment, il fait des taches au mur, comment un enfant arrive à dessiner sur la tâche. Je me suis inspiré de là et j'ai créé un nouveau mouvement que j'ai ramené ici en Algérie. Une lecture de plus près nous fait découvrir un monde civilisationnel à la fois maghrébin et africain. Un patrimoine culturel où l'on retrouve motifs, signes et symboles comme forme d'expression. Ces œuvres d'art sont un véritable témoignage. Des œuvres d'art qui nous enveloppent et nous transportent. Bien inspiré, ce plasticien se laisse guider par sa ferveur artistique. Un plasticien au parcours rythmé par de nombreuses expositions, tant en Algérie que dans d'autres pays. Originaire de Khmis Meliana, sa passion pour l'art a guidé ses pas vers l'École supérieure des beaux-arts de Paris. Une passion qu'il a eu à partager plus tard avec ses étudiants à l'École régionale des beaux-arts de Mostaganem. Cette exposition lui tenait à cœur. Il y a mis toute son énergie. J'ai utilisé comme outil, j'ai utilisé alors pinceau acrylique, pinceau, peinture acrylique, collage, papier, les anciens, des livres anciens et des stylos feutres acryliques.
Voilà, j'ai utilisé... Parce qu'avec un stylo, ça dessine très rapide. Avec un pinceau, on n'arrive pas à faire un dessin rapidement, mais avec un stylo, c'est plus pratique, c'est nouveau. C'est la première fois que je travaille avec un stylo à feutre acrylique. C'est la première fois que j'utilise cet outil-là. Une palette riche en couleurs, au travers de laquelle Stamboli ose, innove. Voilà, Nassiba Jaïdir avec cette expo de Ahmed Stambouli. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous vous deux? Ça va. On va bien? Bien? Oui, Tranquille? on va bien. Ouais. Alors, vous avez fait quoi de votre week-end? Qu'est-ce qu'on a fait le week-end? Oh, ouais, c'est vrai. Rien de spécial. J'aime bien. Vous êtes resté à la maison? Oui. Ouais? Tranquille? Et vous? Ah bah j'ai dormi moi. Vous avez dormi? Ouais. Pendant tout un week-end? Je vous promets que j'ai dormi. Ouais. Ah c'est franchement... Top, hein? Ah non, j'ai fait le marché moi. Ah, j'ai fait le marché, j'oublie. Ah. Très tôt le matin. Non, ça c'est élémentaire. Non mais après, mis à part ça, non, ça, Math, c'est compté, désolé. Les couscous, ça comptait. Hein? Les couscous. Non, ça compte pas aussi. Non, il faut l'activité extérieure. Alors, Siam Kenouch, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Un petit conte qui vient de très très loin et il est très ancien. On va parler d'une petite plante qui s'est transformée en fait en une grande plante. D'accord. Je dis n'importe quoi là, mais bon. Un petit enfant devenu un adulte. Alors, en quelque sorte. Et vous, madame? Alors moi je vous propose de faire une petite balade donc, à la ferme pédagogique de Zeralda où il y a le marché des produits du terroir, donc vraiment une très très belle balade que je conseille à tout le monde. C'est un événement qui revient une fois par mois et où on peut rencontrer beaucoup d'artisans, donc beaucoup de gens qui sont dans tout ce qui est produits du terroir, que ce soit dans le gustatif, culinaire ou même aussi dans les métiers traditionnels. Donc vraiment c'est une balade, on va dire un petit peu dans nos origines et en même temps dans la nouveauté parce que tous ces gens-là, donc ils gardent ce qui est ancien et en même temps ils essayent d'innover tout le temps pour surprendre les papilles, pour surprendre les clients et vraiment ça marche très très bien. Vraiment un regain d'intérêt vraiment très intéressant. Très bien. Allez, on va voir ça et après, on se retrouve. D'accord. Allez, c'est parti. Le marché du produit du terroir s'installe comme chaque mois à la ferme pédagogique de Zeralda. Un rendez-vous très attendu et prisé par les amateurs et les fins gourmets. Donc on est là pour 4 jours et on attend beaucoup de monde, c'est vrai, parce qu'il y a des habitués, il y a des gens, il y a de bouche à oreille, des gens qui aiment ces produits, qui vraiment... Et puis ça nous aide aussi, pourquoi? Ça nous aide à aider ces gens qui produisent, à trouver des débouchés, parce que non seulement ils ont des bons produits, mais ils sont sains aussi, les gens leur font confiance, ils achètent les produits. Donc on l'a toujours dit, manger sain, manger algérien. Voilà, donc il n'y a pas de doute là-dessus, hein, c'est clair. Au lieu d'avoir des doutes, acheter un produit, il vient de nulle part, je ne sais pas comment était le process de production, les additifs, les produits qu'on ajoute en général, traitements, etc. Et tout. Nous, on essaye de sensibiliser et le producteur et le consommateur, les deux à la fois. Donc ça devient une culture et c'est une valeur ajoutée, créer de la richesse, créer des emplois. Venus des environs d'Alger et des wilayas avoisinantes, de nombreux produits sont exposés. Allant des fruits et légumes bio, cultivés dans une ferme agricole à Cheraga, jusqu'aux olives et aux huiles extra vierges venues des hauteurs de Kabylie. De nombreux produits sont proposés, comme des nouvelles pâtes à tartiner, faites à base de sésame et de coulis de date. Des innovations qui ravivent les papilles et les amateurs de nouvelles saveurs.
Les pâtes à tartiner, on a la pâte de sésame, نديروها بالرب ونديروها mélange de dattes. وعندنا les beurre de cacahuète, عندنا beurre de cacahuète au miel d'abeille ونديروها تانيك بالرب. Beaucoup plus مليح pour les enfants parce que c'est naturel, sans colorant, sans conservateur. À chaque fois, à chaque fois تجيني ليدي تجيني حاجه هكا في راسي باش ندير وتخرج لي ندير في لابو تاعي نبدا ندير هذيك مع هذيك حتى تخرج حاجه بنينه وحلوه. ولادي هما الاولى اللي يذوقوا هما اللي يعطوني la vie favorable. Vanneries, bijoux, étoffes en laine pure sont eux aussi exposés, car la recherche de la qualité ne s'arrête pas qu'aux saveurs. Les produits cosmétiques faits à base de produits naturels voient eux aussi un regain d'intérêt. Manger et consommer naturel devient une priorité. On a des produits de beauté et des produits plus thérapeutiques. D'accord. Il y a les deux volets. Il y a le volet cosmétique et le volet aromathérapie. D'accord. Dans le volet cosmétique, vous avez tout ce qui est hydrolat, donc les géranium, lavande, romarin, rose, fleurs d'oranger. Vous avez des crèmes hydratantes, vous avez des crèmes anti-rides. Il y a aussi des crèmes cicatrisantes qui sont entre les deux, on va dire. Oui. Après, on a des produits plus thérapeutiques, donc les sels de bain aux huiles essentielles, des baumes apaisants, des huiles de massage. Une exposition de 4 jours qui ravivera vos sens, un véritable marché où se mêlent subtilement tradition et nouveauté. C'est très très bien quand même, hein, j'adore moi. Ouais, c'est très beau. C'est très beau, c'est très mais le son était un peu étrange, c'est pour ça que je posais la question. Le son. Oui, c'est tout. Mais sinon, c'est super. Hein, c'est encore 4 jours ou c'est fini? Non, c'est fini. Ah, donc, il faudra attendre le mois de juillet pour Bon, le mois de juillet, c'est... Ouais, c'est demain. C'est demain. C'est pas le mois de juillet, c'est demain. C'est dans quelques heures, en fait. Ouais. C'est dans exactement 10 heures? À peu près. Ouais. Yahoo! Nous sommes en juillet! C'est l'anniversaire de mon père en juillet. C'est dans 16 heures. C'est dans 14 heures. Ah, mais allez, kiff. Non, pour que vous le sachiez. L'anniversaire, c'est le 1er juillet pour votre père? Non, le 10. Ah, le 10. D'accord, tranquille. Alors, dites-moi. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Pratiquement tout a été dit. Hein, Exactement, donc tout a été dit. Comme je vous l'ai dit, vous trouverez des produits, donc des fruits et légumes bio, jusqu'aux étoffes, jusqu'aux petits bournouz, petites vestes en pure laine, finement brodées. Donc tout ça c'est vraiment une belle panoplie parce que quand on rentre dans ce marché, déjà il y a les odeurs qui nous attirent avec tous ces savons, ces chocolats, toutes ces confitures. Vraiment, c'est vraiment un mélange comme ça de parfums. Et en même temps, vous trouverez donc bijoux, vanneries, de la sérigraphie, donc quelques petits objets décoratifs. Vraiment, c'est vraiment le petit marché qui fait plaisir. Moi j'adore les savonnettes, les savonnettes, la parfumée. Exactement. Donc, en fait, je ne les utilise pas dans le bas, mais je les mets dans mon armoire. Et dès que vous ouvrez... Parfumé. Donc, aux huiles essentielles, c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'on recommence à utiliser ces anciens produits qu'on avait bannis il fut un temps. Donc, les savons à l'huile d'olive, toutes ces huiles essentielles de lavande, de lavandin. Donc, tout ça, c'est vraiment un mélange subtil. Il y a du cosmétique aussi, donc des produits faits à base de produits naturels, bio. Vraiment, et en même temps, vous avez affaire aux producteurs. Donc, on est très en confiance. Directement, c'est-à-dire avec le producteur. Donc, quand on a le producteur en face qui vous explique, qui vous dit d'où ça vient, comment, on est vraiment rassuré et en même temps, ça fait vraiment, comme on dit, ça fait bouger les choses. Alors, eux travaillent, les gens achètent ce qu'ils aiment. Parce que vous voyez, c'est vraiment... La vie retrouve... La nature des choses retrouve toujours son chemin, en fait. C'est extraordinaire. On revient à l'ancien marché. On revient à l'ancien souk. Bon, d'une façon peut-être modernisée, avec des tentes, avec des emplacements, des stands, etc. Mais c'est au fait l'ancien souk. C'est du producteur au consommateur directement. Voilà, sans intermédiaire. En fait, c'est des intermédiaires qui font perdre un peu la confiance. Et donc là, la confiance est remise. Rétablie tout de suite. Exactement, est rétablie. Donc voilà, c'est vraiment un petit moment de plaisir aussi. Hein. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment une petite balade. C'est bien, le c'est une petite balade. Bien, en fait. Voilà, très bien. Sahafik. Merci. Psartek. Alors, on a le choix. On a un reportage ou on a vous directement. On fait quoi? والله كيما حبيت لك تساعدك انا هنا.
Je vais mettre mes lunettes, messieurs, dames, et je vais vous répondre. Alors, la suite, vous avez un reportage pour nous? Je sais pas quel genre. Non. On va. Mariam, le spectacle, bah oui, il y a le spectacle des prénoms. La sérénade. Alors, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Je sais que vous aviez depuis très longtemps un projet par rapport au conte, par rapport au bourkalet et mélanger ça à de la musique andalouse. Je sais que la vie et la société ont fait... Bourkalet, non, mais bon. Oui, on est dans le... Vous avez compris, dans les histoires. Dans le contexte du conte. Le conte, voilà. Moi, j'appelle ça le... Enfin, oui, bah, si tu veux, je m'en fiche. Alors, non, mais je sais que c'était un projet qui vous tenait à cœur pendant de longues années, la société telle qu'elle est faite, le monde tel qu'il est fait, et puis quelquefois les accidents de comportement certains aussi, tels que ça se passe, ça vous a retardé un peu, votre idée a été reprise un peu partout, et c'est tant mieux parce qu'en fin de compte c'est une création de l'âme et c'est une création à vous. En tout cas aujourd'hui vous la concrétisez avec ce spectacle des prénoms avec Lamia et Tamara, et c'est un spectacle que vous avez fait à l'Opéra d'Alger, et le voici en image, et on se retrouve juste après avec son histoire de la petite plante devenue grande et son histoire des prénoms devenue spectacle. Allons-y. Conteuse, elle propose à son public de participer à son spectacle en mettant dans un petit panier leurs prénoms écrits sur un bout de papier. Les prénoms tirés au sort seront expliqués, racontés et même chantés avec un petit bonus, un voyage dans le temps. إذا كان كتبتو الاسم زهرة أباس الأفلخ أنا عندنا الخليل اللي هو الصاحب لانتي لامي تخي بروش صاحب الإنسان من الخل والخل الصاحب القريب دايوغ الخليل سي ان سورنو تاع إبراهيم الخليل. احنا خدمنا مشروع قلنا نختاروا قصائد اللي فيها الأسماء. Quand nous avons pensé à ce projet, nous avons opté pour les qsaïd qui évoquent des prénoms. Lamia chante ses qsaïd et moi je raconte l'histoire de ces prénoms ainsi que l'histoire des prénoms du public. واش نقولوا ديجا يا شار الفتان يا قضيب البال ارحم الويها لأنه مبلغ. Côté musique, il a été assuré par l'artiste Lamia et Tamara, interprète du chant andalou. أنا كامل يعني البرامج اللي نمدهم مش 100% فن كلاسيكي. Ça veut dire je suis une personne très ouverte d'esprit, j'adore innover et j'aime beaucoup la création. Donc ça c'est un spectacle que j'ai trouvé vraiment il m'a vraiment attiré par son originalité et beaucoup plus كنت عم بالي باللي il y aura un feedback du public positif. Siham c'est une conteuse hors pair. Elle sait manipuler le verbe, elle sait capter l'attention du public. Lamia, c'est une présence sur scène. Et puis la voix aussi, elle est magnifique. Accompagnée de l'ensemble régional d'Alger à l'Opéra d'Alger Bouhlem Bessayah, les deux artistes féminines ont offert à leur public une soirée très spéciale et très originale. Siham la comtesse. Moi, elle travaille avec. Moi, elle travaille avec. Ah, moi. Non, mais elle, au moins, elle travaille ici dans cette émission. Ouais. Non, la grosse tête, non. On ne peut pas avoir la grosse tête. Quand on est un vrai artiste, on ne peut pas. Jamais. Parce que la grosse tête, c'est du faux. En fait, c'est la spontanéité qui compte dans le truc. Je peux te... Par contre, on est d'accord. Vous êtes une bonne conteuse. Vous connaissez très bien les traditions, je n'ai rien à dire. Vous choisissez les bonnes artistes avec Lamia et Tamara, vous faites un tirage bankable, hein. Vous faites un excellent tirage parce que c'est une excellente artiste. Mettez 10 000 livres en 10 ans. J'ai pas oublié, moi. T'es 10 000 livres.
Mais allez, on va dire que... moi, je sais que vous lisez beaucoup. Non, mais allez, 5 000 livres. 5 000 en 10 ans, c'est ça? 5 000 en 10 ans. Ouais, de alors... contes pour enfants. Non, mais allez, Siam, pour taire toutes les rumeurs, toutes les polémiques à 2 balles, on va dire que vous êtes trompé. Il y a plus de 1000, plus de 2000, mais pas 5000. Et comme ça nous... Non, parce que je comprends, moi. Tu sais, le Hamas, le forêt, bam, 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 bam. Tu dis, moi, je gagne 10 milliards. Toi, tu as 16 000 dinars dans ton compte, tu vois le truc. Mais ici, c'est normal. Mais juste ça, mais sinon vous êtes une excellente conteuse, moi je le confirme. L'éléphant, c'est pas possible, hein. Mais non, mais j'ai la taille d'un éléphant surtout. Non, mais je tiens juste à dire, non, je le dis, hein, et vous savez très bien que quand quelque chose me plaît pas, je parle pas, je dirais. Mais je trouve que vous êtes une bonne conteuse, et que Lamia et Tamara, par contre, je l'embrasse très très fort si elle nous regarde, et t'es une fille bien, quoi que les gens disent, ne t'inquiète pas, un artiste reste un artiste, c'est pas à Facebook de décider qui est artiste ou pas. Débat clos, et c'est le déclin de tous ceux qui vont dire n'importe quoi. Allez, madame, l'histoire de la plante. Elle était petite, elle devient grande. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'histoire de la plante, en fait, nous sommes dans l'ancienne Égypte, et il y a eu saison de famine. Bon, il y avait des gens qui étaient pauvres, qui n'arrivaient pas à manger à leur faim, etc. حنا نقولوا حلال نقولوا حلالك ماما الاخرى ما نكملهاش الشرقاني جو سي با كي معليش. Alors en fait, il y a dans l'ancienne Égypte, comme je le disais, il y avait une très très grande famine et les gens n'avaient pas grand chose à manger. Et il y avait une femme qui avait des petits enfants, n'avait plus de mari et qui devait donc cuisiner chaque jour pour ses petits. Or, elle n'arrivait pas à les faire manger tous les jours. Donc, elle était véritablement très pauvre. Un jour, elle est partie dans les champs, elle a cueilli une plante textile avec laquelle les anciens Égyptiens, voilà, j'y arrive, confectionnaient des voiles et des tentes. Donc c'est une plante textile avec laquelle on fabriquait les toiles de bateaux, etc. Et puis aussi des tentes sur lesquelles les armées pouvaient passer. Super, j'adore les aléas du direct. Vous pouvez passer leur nuit. Et puis, bon, c'était la plante qu'elle a ramenée. Elle a essayé de faire cuisiner, de faire mijoter, de faire sortir quelque chose. Elle a mis une gousse d'ail, elle a mis du curry et elle a laissé voilà, mijoter, ses enfants pleuraient, elle les faisait patienter, elle dit advienne que pourra. Ça avait une consistance assez verte, très sombre, pâteuse, et au final, le goût n'était pas mal du tout. Voilà que cette femme allait beaucoup plus souvent dans ce champ, ramener beaucoup plus souvent cette plante des textiles qui donnait cet aspect verdâtre, un petit peu bon, avec une odeur assez forte, etc. Et puis un jour, le pharaon, donc le roi, a décidé de faire un concours, une sorte de concours culinaire, de trouver des plats assez nouveaux. Et voilà que la femme décide de ramener son plat, sa découverte, au pharaon, et ça lui a tellement plu que c'est devenu interdit au peuple et consacré rien qu'à la classe ou la classe royale. Cette trouvaille de cette plante textile qui a mijoté comme par hasard comme ça. Et depuis ce jour, on a donné un nom à cette plante textile. C'est devenu El Mouloukiya, c'est-à-dire la royale, autrement dit, comme on le dit chez nous, Mouloukhia. Mouloukhia, voilà. D'accord, c'est pour ça que tu racontais, plante textile. Donc Mouloukhia veut dire, c'est Mouloukia, c'est ça? Parce qu'à un certain moment... moi, j'aime pas. À un certain moment, les aristocrates ont dit que c'était un plat des rois. Donc, c'est très riche, très protéiné. C'est le plat du pauvre aujourd'hui, hein? Ça dépend. Si, quand même. Non, plat du pauvre. Qu'on soit bien d'accord, moi, elle, nous sommes des pauvres. Qu'on soit bien d'accord. Si vous voulez la classe sociale, nous sommes des pauvres. Parce que si, non, parce que je vous le dis. Je vous parle de classe sociale, si vous voulez le calculer. Si votre salaire ne vous permet même pas d'acheter un billet d'avion ou de payer un mois de location, vous avez fait partie des pauvres. Après, vous pouvez vous appeler, si vous voulez vous remonter le moral, c'est comme les pays sous-développés qu'on veut appeler aujourd'hui les pays en voie de développement. Nous sommes des sous-développés, il ne faut pas se mentir. C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on dit classe, la middle class, la classe moyenne, nous sommes des pauvres, ni plus ni moins. Alors, madame, Mouloukhia, donc ça vient de ça. Ça vient de Mouloukhia. C'est le plat royal. C'est magnifique.
magnifique. Voilà. Hein. Et c'est la curée. Mais c'est vraie histoire ou c'est... C'est une vraie histoire. C'est la découverte de l'Mloukhia. Donc c'est la curée, une plante textile. D'accord. Et qui s'est transformée comme ça, par hasard, une femme qui a voulu cuisiner quelque chose à ses enfants qui mouraient de faim. Ouais. Voilà. Vous savez que nous, chez nous en Algérie, c'est quoi le plat du pauvre à la base? À la base, hein. À la base. Celui qu'on appelait depuis toujours. Depuis toujours, on appelait le plat du pauvre, même si ça n'en est plus un. C'est sardines? Bah oui. C'est ça. D'accord, ça je savais pas. Ouais. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Ah bah ouais. Il est à combien? 600 dinars. Ça baisse des fois. Ça baisse des fois. Oui, ça dépend, je vous ai dit, ça dépend du marché. Mais je vais vous dire, j'ai travaillé longtemps sur des ports. J'adore, ça fait comme le menteur, le vieux qui prend ses enfants. Attends, je finis juste l'histoire, elle me dit c'est fini, laisse-moi finir l'histoire. Je te demande pas d'augmentation, laisse-moi 1 minute de plus, ça y est. Non, alors du coup, ouais, tu peux envoyer ton générique, moi je finis. Non mais c'est vrai, j'ai travaillé un peu l'été, j'ai travaillé sur des plages, j'ai travaillé au port, j'ai travaillé des petits trucs, comme j'ai vendu des couteaux en porte-à-porte et tout. Vous savez que quelquefois, la sardine, elle est jetée à la poubelle pour ne pas que le prix baisse. Ah bah ouais, pour vous dire. Madame, merci. Merci, madame. À dimanche prochain. Madame, merci. À dimanche prochain. Prochain spectacle, vous avez une date ou pas encore? Il y a une tournée qui devrait commencer. Oui. Et on embrasse très fort la Mia Tamara. Je le sais, je le dis, je l'assume. C'est quelqu'un de bien, c'est une bonne artiste, tel que Siam Kenlouch. Maintenant, après, on va pas les juger pour autre chose que pour leur art. Voilà, longue vie à vous tous. Camarades, pas la peine de vous détester, il y en aura d'autres qui le feront à votre place. Soyez sans sûr. D'ici là, demain c'est Radia Aboul Maali, mercredi c'est Amala Olmi. Merci à Myriam qui a préparé l'émission, merci à Nassima, merci à la réalisatrice. Ciao!